Révolution digitale, épisode 70. Non Hélène, c'est l'épisode 70 en fait. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Place aujourd'hui à un entrepreneur qui a décidé de franchir le pas après 14 ans dans une société de conseil qu'il rachète avec son associé à son fondateur. Passionné de transformation digitale, il fait pivoter le business model de l'entreprise et double sa croissance en 3 ans, dépassant les 10 millions de chiffre d'affaires, en euros bien évidemment. Appsia devient ainsi fournisseur de solutions cloud avec revenus récurrents grâce à des partenariats stratégiques tels que SAP et Microsoft. Pour lui, l'aventure n'a été possible que parce qu'il a misé sur les compétences de ses collaborateurs, ingrédient nécessaire pour construire une nouvelle génération d'acteurs combinant cloud, services et conseils en digital. Grâce à cela, il entend répondre aux besoins d'entreprises en pleine révolution digitale et vous inspirer avec son histoire. Tribu Digitale, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour vous Olivier Massona. Hello Olivier. Bonjour François. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Olivier, est-ce que tu es prêt à nous inspirer ? Bien sûr, c'est pour ça que je suis un fidèle auditeur aussi de Révolution Digitale et je te remercie de ton accueil. C'est vraiment super. Alors Olivier, je viens vraiment de donner un tout petit résumé de qui tu es à la Tribu Digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose et avant de parler de tes projets, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote ou quelque chose que l'on ne sait pas sur toi ? Oh, une anecdote sur moi, compliqué parce que la plupart du mon temps, je le passe à justement peaufiner le projet Appsia dont tu as parlé en introduction. Non, je suis très très proche des animaux, des bêtes, et je vis avec une américaine et 3 chiens, et donc ce qui me permet de passer beaucoup de temps à réfléchir à la condition humaine et à la condition animale pour varier un petit peu les plaisirs. Voilà pour ce qui est du perso. Et dans quel coin vous vous trouvez avec tes chiens et en plein centre de Paris, comme quoi tout est possible. Voilà, tout est possible, les relations franco-américaines à Paris. Et alors justement, tu viens de mentionner Appsia, on l'a mentionné dans la bio. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de ce projet, de cette entreprise ? Sur quoi tu travailles maintenant peut-être et nous expliquer brièvement comment tu génères tes revenus, pourquoi tu as choisi ce business model et nous expliquer un peu comment ça marche. Alors, Appsia, moi je suis un enfant d'Appsia, hein. C'est une entreprise dans laquelle je travaille depuis maintenant 18 ans. Et comme tu le disais, donc j'ai passé le cap en 2014 avec mon associé. On a décidé de passer à la vitesse supérieure et surtout d'en faire pivoter un petit peu le modèle, qui était un modèle très classique de société de conseil qui génère ses revenus en vendant des jours hommes ou des prestations au forfait, mais qui se valorisent toujours sur la base de jours hommes et de temps passé. Donc c'est un peu comme si vous demandiez à un peintre de vous vendre sa toile le nombre d'heures qu'il y a passé. C'est un peu difficile de vendre à la valeur reçue. Ouais. C'était un vrai problème dans ce business, avec des coûts qui continuent d'augmenter d'année en année. Mmh. Et un marché, un prix de vente qui stagne. Donc c'est un modèle où beaucoup, et t'as dû en croiser, beaucoup d'entrepreneurs décident de basculer vers l'édition, Nelsoft, pour générer à la fois peut-être un peu plus de revenus récurrents et puis
et puis surtout sortir d'un coût marginal qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'un employé coûte toujours le même prix tous les mois, alors que quand on fait du soft et du logiciel, on peut répliquer avec un coût marginal qui diminue avec le temps et augmenter les marges. Et sauf que c'est une stratégie qui nous plaisait pas, parce que c'est de l'innovation de produit, et l'innovation de produit est très très réplicable. Et on peut très vite se faire dépasser par un géant du GAFAM qui rachète une petite start-up ou qui développe ça en 2 coups de cuillère à peau avec 7000 ingénieurs à Seattle. Et donc on n'a pas voulu partir sur ça. Par contre, quand on a vu le cloud arriver et les cloud services et avec des boîtes comme Salesforce, là il y avait une rupture. Il y avait une rupture dans le modèle économique, parce qu'on n'était plus dans de la vente de logiciels, mais on était dans de l'abonnement. Et c'était quelque chose qui pouvait pas se faire. Tu parlais des compétences de nos équipes sur lesquelles on a misé en introduction. C'est des choses qui pouvaient pas se faire sans une certaine maîtrise des processus métiers et notamment des projets de transformation digitale. Et donc ce qui nous a intéressé dans ce pivot-là, c'était de dire ok, on va essayer d'aller chercher du revenu récurrent en faisant une offre de service complète qui contient à la fois le service, le conseil, la stratégie, mais aussi toute la partie paramétrage, mais aussi la solution cloud jusqu'au support, etc. Donc en fait, comme les abonnements téléphoniques, on vend en plus du service des abonnements à des plateformes, que ce soit les plateformes SAP ou Microsoft ou d'autres. Et donc l'idée, c'est de progressivement arriver jusqu'à un ratio de, on espère, 30% de revenus liés aux solutions cloud. Ce qui nous changerait la vie, parce que on était dans un modèle économique où dès le 1er janvier, l'année recommençait et il fallait tout refaire. C'est-à-dire faire de la croissance dans notre métier, où on a 2 mois de visibilité en termes de pipe de vente, 2 à 3 mois. C'est refaire l'année d'avant plus de la croissance. Ok. Bon alors, je ne sais pas s'il existe déjà une définition de transformation digitale, mais est-ce que tu pourrais peut-être illustrer, peut-être avec un projet que vous avez fait à un client, comment ça se passe concrètement? Un client, vous avez trouvé un client, il veut transformer son entreprise. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous on est dans le B2B clairement, donc effectivement on va tomber sur des entrepreneurs quand on parlait de transformation et de révolution digitale tous les jours, et en fait on va regarder leur entreprise sur 4 axes principaux. Tout d'abord ce qu'on appelle le customer centricity, comment on remet le client au centre avec l'impact du digital aujourd'hui. C'est tout ce qui comprend le cross-canal, les ventes en ligne, toutes ces choses-là. Mais aussi jusqu'à la connaissance client, ce qu'on appelle le Customer 360, être capable de connaître toutes les données sur son client et comment il interagit avec vos campagnes marketing, avec votre site de vente en ligne et toutes ces choses-là. Ensuite, on a un deuxième axe qui est la partie vraiment plus traditionnelle de l'informatique, qui est l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire comment on va réduire les flux de données. On pense à tout ce qui est dématérialisation, on pense à tout ce qui est automatisation de la comptabilité, de la finance, toutes ces choses-là. Et puis on a un troisième axe sur lequel on travaille énormément chez Appsia, qui est ce qu'on appelle l'employee empowerment, c'est-à-dire que le poste de travail des gens dans les entreprises est en train de se révolutionner de la même façon que votre façon de vivre en digital à la maison bouge. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Imagine que tu travailles dans un service achat d'une entreprise, tu passes une commande sur Amazon en 30 secondes, et quand tu vas au bureau passer une commande pour ton entreprise, ça te prend 20 minutes et il y a 17 écrans. Et donc cette chose-là, ce gap-là, notre job, il est de faire que quand tu commandes au bureau des stylos pour ton entreprise, ça prend autant de temps que tu le commandes sur Amazon. Il n'y a pas de raison. En tout cas, il n'y a pas de raison technologique. La raison, c'est de l'histoire, c'est des vieux systèmes, c'est de l'intégration avec d'autres systèmes. Mais en tout cas, il faut faire bouger ces lignes-là. Et ça devient un critère de recrutement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller travailler dans une entreprise qui n'est pas équipée de technologies un petit peu modernes. Et le dernier axe sur lequel on travaille, c'est toutes les données et tous les changements de business de modèle liés à une acquisition de pléthore de données. Je te donne un exemple. Tu fabriques des prises électriques depuis des années. Et puis tout d'un coup elles vont être connectées à Internet, et donc tu vas vendre des prises électriques, mais tu vas aussi vendre du service, tu vas vendre une plateforme digitale où ils vont aller voir leur consommation ou des choses comme ça. Tout ce business là, la boîte de manufacturing qui fait ces prises, elle sait pas le faire a priori. Il va falloir l'aider à se transformer et à gérer des nouvelles technos et du digital pour pouvoir faire tout ça. Donc c'est des petits exemples, mais voilà les 4 axes sur lesquels on travaille en transformation digitale, et puis on priorise.
Et chacun de ces axes va nous donner des priorités de projets qui sont des projets traditionnels de transformation, des projets informatiques, mais il va falloir les prioriser pour avoir des vrais impacts business, pour créer de la valeur, pour différencier nos clients. En gros, notre motto, c'est Get a Head Start, c'est comment on vous donne un coup d'avance en choisissant les meilleures technologies, en les mettant aux meilleurs endroits pour créer le plus de valeur dans votre entreprise. J'adore. En tout cas, c'est vraiment une offre très inclusive et en plus, vous utilisez des partenariats très forts avec des grands noms dans le domaine et je pense que c'est quand même un critère important à retenir. Et justement, pour faire un petit tournant ici dans la discussion, vous travaillez en B2B, vous avez des clients qui sont des autres entreprises. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître ? Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour ça ? Alors, depuis quelques années, on a complètement arrêté tout ce qui est traditionnel, c'est-à-dire tous les salons, tout le print, on a tout stoppé. On est 100% en digital et en fait, on va dire qu'il y a un tiers qui vient de notre réseau. C'est-à-dire, quand tu fais du bon boulot, quand tu joues sur la qualité, c'est tes propres clients qui parlent de toi à d'autres clients. Voilà. Donc ça, c'est la principale façon pour nous d'être connus, c'est de faire de la qualité. La qualité crée la demande. Ensuite, le deuxième, c'est l'aspect web, on va dire, plus traditionnel maintenant. Alors, c'est pas forcément très récent, mais ça devient traditionnel. C'est de faire du SEO, de travailler avec les plateformes de référencement, travailler avec les réseaux. Alors là, on travaille avec des startups comme Social Dynamite qui nous aident à plutôt faire du content marketing et à diffuser du contenu pertinent sur les réseaux sociaux. On n'est pas tellement en B2B sur de l'AdWords ou de la publicité via Google ou des choses comme ça, qui sont plus pour attirer un gros volume de trafic. Nous, on cherche un volume qui est raisonnable. Là, on a besoin d'une 15aine de projets par an nouveaux. Donc, on travaille plutôt sur le contenu en digital. Et puis, le troisième axe qui est très, très important, c'est les partenaires dont tu parlais. Les gens viennent pas direct d'abord chez Appsia. Ils vont d'abord voir Microsoft qui ensuite les accompagne et disent travaillez avec Appsia, pour votre projet c'est les meilleurs. Pareil avec SAP. Donc eux ont des forces de frappe marketing plus traditionnelles et donc il faut vraiment travailler en profondeur ces partenariats, c'est-à-dire maîtriser toutes ces technologies qui nous mettent à disposition pour servir nos clients. Voilà, est-ce que peut-être tu aurais un petit conseil à donner à ceux et celles de la tribu digitale qui sont aussi dans le B2B, qui voudraient approcher un grand nom, peut-être dans l'informatique ou ailleurs, mais un petit conseil pour ça? Alors, je pense qu'il y a quand tu es entrepreneur, parfois on te reproche d'avoir un peu d'ego, des fois c'est une qualité, mais je pense que là, sur la force de sa propre marque, il faut parfois apprendre à justement travailler avec des gros, les laisser, les mettre en avant, quitte à ce qu'on soit quasiment en marque blanche sur ces choses-là. Et en fait, avec le temps, ça vient créer la valeur de sa propre marque. Mais on ne peut pas aujourd'hui, avec les investissements que mettent les GAFAM, suivre ce niveau d'investissement dans les technologies. Donc, dès qu'on peut jouer avec ces gens-là, je pense qu'il faut jouer avec ces jeux-là. Et il ne faut pas se tromper, c'est que même si on est petit, il y a un rapport de force intéressant qui s'installe parce que leur objectif, il est quand même de gagner des parts de marché sur le cloud. Et donc, eux-mêmes investissent sur nous. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, on parle souvent de financement quand on est entrepreneur. Une façon de se financer, des campagnes marketing ou des vidéos promotionnelles, des heures et des heures d'architectes ou de développeurs ou de techno, des heures et des heures de cloud, tout ça, c'est des choses que ces partenaires-là peuvent vous amener. Donc, c'est de l'investissement quelque part. Voilà, et un super conseil. Merci beaucoup pour ça, Olivier. Et pour Tribu Digital, juste pour clarifier, quand on parle de GAFAM, on parle ici, c'est un acronyme qui réunit les géants du web que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. Et, qui a rejoint le club des 4. Oui, voilà, qui s'appelait GAFA. Donc, exactement. Avant. Donc, super. Eh ben, Tribu Digital, gardons donc ça bien à l'esprit. Car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial d'Olivier, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Olivier, commençons par cette question, et on l'a déjà un peu abordé au tout début, mais cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur ? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu ? Et je vais juste rajouter ici qu'on est dans un cas un peu particulier, puisque tu as racheté la société dans laquelle tu étais, donc tu l'as racheté avec un associé.
Mais tu étais employé. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Comment tu as géré concrètement cette transition? Alors, pour te répondre à ta première question, le moment, je pense que c'est quand j'étais aux US, j'ai eu la chance de partir faire 3 ans de projet aux États-Unis, qui est un pays qui est un pays d'entrepreneurs. Ça fait partie de la culture. Quand tu rencontres quelqu'un, même s'il est salarié dans un hôtel, dans un restaurant, il a en parallèle monté une entreprise pour faire du catering ou pour repeindre des baraques. Donc c'est dans l'ADN des Américains d'entreprendre. Et d'ailleurs, le système facilite énormément l'entrepreneuriat, contrairement à la France par exemple. Donc c'est l'endroit où, à force de voir ça, je me suis dit mais en fait c'est possible quoi. On peut entreprendre, et puis on peut même entreprendre en tant que salarié, et puis on peut essayer de trouver des chemins. J'ai d'abord étudié un projet avec notre fondateur. On avait regardé un projet de développer une filiale aux US. Ça s'est pas fait parce que les conditions étaient pas bien réunies. Donc c'est en revenant en France que voilà, l'idée avait germé et qu'il fallait que je passe de l'autre côté de la barrière. Et comme tu dis, c'était une transition un peu, j'avais le choix, de repartir de zéro et monter quelque chose, ou essayer de trouver un moyen de créer un projet à partir de ce qu'on avait collectivement. Et ce qui m'intéressait, c'était de partir avec des assets, c'est-à-dire de pas repartir complètement de zéro, parce que le délai aurait été long, et par rapport au projet qui était celui justement d'accélérer sur la transformation digitale avec les technologies du cloud, le chemin me paraissait trop long par rapport au time to market, quoi. Et donc du coup on a écrit ce projet avec mon associé, on a levé des fonds, on a repris l'entreprise, et effectivement j'ai dû démissionner de ma propre entreprise pour pouvoir en devenir l'un des dirigeants. Et non, c'est quelque chose qui s'est passé assez naturellement, parce que dans les PME notamment, on a quand même assez vite des niveaux de responsabilité ou une certaine transparence de l'information. Après, ce qui est toujours délicat, c'est toute la partie capitalistique et les échanges de capitaux, et comprendre tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de comprendre. C'est-à-dire, quand je suis rentré en France, j'ai refait des études, j'ai fait 2 ans d'executive MBA pour apprendre, parce qu'une entreprise, c'est pas un projet comme un projet informatique, qui était la chose que je maîtrisais. Il y avait beaucoup plus de rationnel, il y avait beaucoup plus de choses. Ouais. Et donc, il m'a semblé pertinent. Plutôt que d'apprendre comme certains le font sur le terrain directement ou par l'échec, j'ai préféré faire ça de façon assez scolaire et assez studieuse, et donc de préparer en fait la chose pendant pas mal de temps. Et puis ensuite ça s'est fait à travers une première stratégie qui a été payante, qui m'a permis de convaincre aussi autour de moi, parce que racheter une entreprise, faut aussi être capable de remplacer les gens qui étaient là et qui avaient fait du très bon boulot pour nous amener déjà à ce niveau-là, quoi. Oui, non, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus alors dans cette transition? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, peut-être un mentor, ou qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors j'ai toujours fonctionné avec des mentors. J'ai toujours fonctionné depuis le tout début sur des cycles de quelques années avec des gens qui me portaient conseil et par mimétisme aussi. Et donc ça effectivement, regarder et travailler à plusieurs. Pour moi c'est vraiment la clé. On en reparlera peut-être, mais on entend souvent justement dans Révolution Digitale des entrepreneurs qui disent attention aux associés que vous allez choisir. Moi je connais des entrepreneurs qui veulent rester seuls. Moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça s'est construit collectivement, c'est une aventure collective. On n'est jamais plus fort qu'à plusieurs. Alors effectivement, il faut trouver les personnes avec qui vous avez des valeurs communes, parce que c'est quand même avant tout des projets humains, quoi. Oui, et j'aime beaucoup cette référence aux valeurs. C'est une question sur laquelle j'aimerais bien revenir plus tard, peut-être pas dans cet épisode, mais dans un autre épisode, peut-être même un épisode rien que pour ça, les valeurs. On a beaucoup parlé effectivement de bien s'entourer des bonnes personnes. On n'a pas beaucoup parlé des valeurs, et je trouve que c'est un élément hyper important. Et bon, revenons un peu sur l'aventure. Alors ici Olivier, puisque tu t'es lancé dans l'aventure, tu es parti. C'est une aventure qui est semée de tout un tas de péripéties. Alors, est-ce que ici, Olivier, tu pourrais nous emmener dans ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu pourrais nous emmener, ou plutôt nous raconter
l'histoire de ce moment et nous expliquer comment tu l'as surmonté. Alors, je pense que l'un des pires moments, c'est quand on essaye vraiment d'innover et qu'on se lance un peu, on sort un petit peu des chantiers battus. On a signé une année un projet qui était vraiment hyper innovant et qui était donc très challengeant pour nous, à la fois pour le client pour le transformer et à la fois pour nous. Et malheureusement, on a besoin, nous, dans notre métier, en tout cas nous, dans notre culture chez Appsia, on a besoin de travailler avec des clients en quasi-partenariat. On n'est pas dans du transactionnel. Et en fait, on est tombé face à des gens qui sont rentrés et qui étaient visiblement des habitués de ce genre de pratique, mais qui sont vraiment rentrés dans une démarche transactionnelle. Et donc, on a fait quelque chose de fantastique. Dont la valeur n'a pas du tout été reconnue. Alors au-delà des impacts économiques que ça peut avoir sur une entreprise, qui était calculé parce qu'on est des entrepreneurs assez, en tout cas, enfin, on ne risquerait pas sur un dossier l'enjeu de notre entreprise, mais le plus dur dans ces cas-là, c'est en fait de voir ces équipes réussir quelque chose de fantastique. Avec un engagement quasi sans limite, et ne finalement, pour des techniques de négociation, ne jamais recevoir les lauriers de tout ce qu'ils ont fait, quoi. Donc imaginez ça avec des soldats, pour les emmener une deuxième fois à la guerre, c'est compliqué, quoi. Donc c'est un peu je pense que pour un entrepreneur, malgré ce que beaucoup de gens pensent en France, que les patrons se jouissent de tondre leurs employés, malheureusement non. C'est la détresse et la souffrance, ou en tout cas les difficultés que rencontrent nos équipes, sont les pires difficultés à surmonter. Il y a rien de pire que ça. Et donc voir des gens suer autant et ne pas pouvoir en être fier, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors comment on le surmonte? On le surmonte par le collectif. Des tensions dans des projets comme ça, très clés, très critiques, très innovants, peuvent amener à des clashs. Et finalement, notre force, elle a été de rester très très solidaire dans ces moments-là. De pas se tirer dans les pattes, de pas s'accuser les uns les autres des retards pris ou des choses comme ça. Et au final, on est ressorti beaucoup plus fort de cette aventure. Mais aussi, on est ressorti, comme tu l'expliques, dans plusieurs podcasts de Révolution Digitale, l'échec est une phase de l'apprentissage. Donc, on a appris à faire des projets sur des technologies que peu de gens avaient exploré. En tout cas, dans le domaine du B2B, en science, on va beaucoup plus loin, en recherche, on va beaucoup plus loin, mais quand il s'agit de transformer des entreprises, on peut faire prendre des risques colossaux à ses clients, il faut pas. Et donc là, on a exploré des chemins, et au final, on a fait quelque chose de formidable, et malheureusement, ça n'a pas été reconnu comme tel. Non, je comprends tout à fait. Et justement, pour revenir sur le mot que tu as utilisé, le collectif, est-ce que tu aurais un petit conseil à nous offrir sur comment, chez Appsia, vous gérez cet aspect du collectif quand ça va pas? Est-ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors on a fait un pari il y a quelques années, en 2010, d'avoir une organisation où il n'y aurait pas de commerciaux. Et on investirait tout ce qu'on peut investir dans les RH, donc et qui est plutôt du capital humain que des ressources humaines. Et donc on a une équipe de RH dédiée pour développer ce qu'on appelle l'Appsianess, donc cette envie de travailler ensemble dans un esprit assez positif. On ne veut pas que les gens viennent au travail la boule au ventre, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. On veut qu'ils viennent s'éclater, qu'ils aient envie de rester longtemps et qu'ils aient envie de finir par entreprendre comme moi et d'autres et rester dans l'entreprise le plus longtemps possible. Donc on est sur un projet de long terme déjà, parce que créer un collectif pour quelques années c'est facile, créer un collectif sur du long terme c'est plus compliqué. Et on investit beaucoup, alors que ce soit dans les formations, dans des week-ends qu'on passe ensemble, dans des moments de temps de réflexion qu'on se donne collectivement pour réfléchir, pour s'auto-critiquer,
Tout le monde a le droit de s'exprimer. Après, voilà, il faut que certains prennent des décisions. Mais la parole est assez ouverte. Et puis, on a mis en place une méthode aussi où les gens définissent eux-mêmes leurs objectifs en début d'année. C'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe de façon inspirationnelle et ils nous proposent des choses qui pourraient permettre à la société de se développer plus rapidement, mieux, différemment. Et ça sera leurs objectifs pour l'année, de nous aider à faire grandir la boîte sur des objectifs aspirationnels. Donc c'est une méthode qui était une méthode qui s'appelait OVAR au début, qui doit s'appeler Alamo maintenant, et qui permet ce genre de travail aspirationnel collectif. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre la définition d'un nouveau concept, l'Apsianess. Notez bien ça pour la suite, j'adore. Alors Olivier, si tu pouvais donc résumer la leçon clé alors que tu as retiré de cette expérience entrepreneuriale, quelle serait-elle ? Je veux dire, en quelques mots, que penses-tu que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de ton expérience ? Je pense que l'entreprise, par définition, pour moi, est collective. Donc, on n'est pas je sais que le monde nous pousse à énormément d'individualisation, de désintermédiation, d'ubérisation. Sauf qu'il y a des choses pour réussir cette challenge-là, il faut être plusieurs. Donc, faut jamais oublier ce que chacun apporte dans l'équation au final. On parle beaucoup d'inversion de la pyramide, de management as a services. J'ai envie de dire, on est là, nous entrepreneurs, pour apporter de la valeur à nos employés et pas l'inverse. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous apportez à vos équipes pour qu'elles réussissent les challenges qu'on doit relever pour satisfaire nos clients? Voilà, et ça, c'est un volet important, surtout quand on est déjà à un stade avancé en tant qu'entreprise. Si vous êtes un entrepreneur qui vous lancez ou une entrepreneur, ne restez pas seul, ne sous-estimez pas la force du collectif Tribu Digital. Ok, Olivier, on a déjà pas mal parlé et c'est le moment pour nous de faire une petite pause. Alors ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Que choisis-tu ? Alors, comme tu as raconté, je suis dans le collectif. On aime bien boire des cocktails quand on est à plusieurs, donc je vais prendre plutôt une pause cocktail. Voilà, et puis l'été est encore pas si loin que ça. Alors nous partons en pause cocktail et ici nous nous retrouvons sur la plage, en hamac ou sur chaise longue. Moi je prends un hamac personnellement, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer, philosopher. Le passé, le présent, le futur. Alors, première question, Olivier, comment gères-tu le stress et la peur ? Alors la chaise longue est une très bonne chose. Savoir faire des breaks, c'est essentiel, même si on reste tout le temps connecté à son entreprise et à son projet. C'est quand même très très difficile, à part la semaine de Noël et autour du 15 août. Mais non, savoir faire des breaks, prendre de la hauteur, de lire. Moi, je fais beaucoup de yoga. Le stress, c'est aussi quelque chose qui est physique. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas considérer le stress comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, il faut s'inspirer de tout ce qu'on appelle le stress, E-U-S-T-R-E-S-S. Le stress, c'est négatif si vous pensez que ça va l'être. Ça peut être une force si vous pensez que c'est positif. Quant à la peur, c'est plus compliqué. La peur, je me rappelle d'un professeur que j'avais eu, un scientifique qui avait gagné un concours. Et ce concours, alors c'est vraiment quelqu'un de science, pas un entrepreneur. Son concours, le gain du concours, c'était tu te retrouves avec $250,000 pour créer ton entreprise. Donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec mince, je vais devoir faire une entreprise. Et donc là, grande peur de sa vie. Il a pris comme un bon scientifique, il a pris tous les chemins, et puis il est arrivé à une théorie qui était à la fin, dans le pire des cas, je retourne vivre chez ma mère. Et je pense que l'un des meilleurs moyens de lutter contre la peur, si jamais vous avez, je vous le souhaite, des parents encore en vie, ou en tout cas des moyens de vous en sortir, de se dire, dans le pire des cas, je retourne chez maman, et puis on verra ce qui se passe, quoi. C'est excellent, j'adore ça. Est-ce que tu pourras nous donner les références, comme ça on peut aller nous-mêmes voir ça de plus près ? J'essaierai de retrouver le nom du professeur, ouais. Le nom du professeur, oui. Alors, tu parlais de lire. Si tu devais recommander un livre inspirant, alors quel serait-il et pourquoi ? Alors, il y en a tellement.
Je pense que pour un entrepreneur, La Grève d'Ayn Rand, qui est quand même un classique de la littérature américaine, qui s'appelle Atlas Shrugged en anglais, ça donne envie de se battre. Alors ça a été écrit dans les années 60, mais c'est d'une modernité incroyable. On se demande même si c'est pas un livre d'anticipation, en tout cas par certains aspects de prédiction. Mais effectivement, quand vous vous retrouvez à lutter contre ce qu'elle appelle les pillards, c'est-à-dire ces gens qui vous donnent des conseils, vous taxent, mais sont pas capables de faire le 10e de ce que vous faites, mais qui pourtant prennent des décisions qui ont des enjeux parfois colossaux et qui peuvent vous faire bouger comme vous ne le souhaitez pas. Voilà, ce roman redonne un petit peu d'espoir. Donc c'est vraiment quelque chose à lire. Après, pareil, si vous avez envie de toujours de reposer un peu les pieds sur terre, d'un peu d'humilité, ça fait du bien. La biographie de Churchill, ça vous montre qu'il y a des gens qui portent le poids du monde sur leurs épaules et qui tiennent bon. Donc ça vous fait relativiser avec vos petits problèmes d'entrepreneur. Voilà, et je pense que ces deux ouvrages sont cités pour la première fois dans le podcast, et ce sont des livres de référence. C'est vrai que Ayn Rand, Atlas Shrugged, on mettra toutes les références, Tribu Digital, mais c'est un livre assez étonnant et je vous le recommande moi-même. Alors, Olivier, à quoi ressemble ta journée type ? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top ? Mauvaise pioche. Justement, je fais tout dans ma vie pour ne pas avoir d'habitude. Parce que je pense qu'il faut même aller jusqu'à changer de côté du lit quand on dort. Oui. Il faut changer de place à table. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, le jour où tu peux plus avoir ta journée type, c'est la panique. Donc, à la limite, il faut avoir 5 ou 6 journées type. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Finalement, ta journée type, c'est de ne pas avoir de journée type. Exactement. Donc, casser la routine est une technique. Être prêt au changement, mettre des réveils certains jours quand c'est obligé, ne pas en mettre à d'autres. Je me réveille plutôt quand je mets pas de réveil, c'est des leviers psychologiques incompréhensibles. Mais voilà, non, il faut surtout pour moi, je sais que ça aide certaines personnes, mais moi je refuse ce genre de choses. Et ça n'empêche pas d'avoir des choses clés qu'on sait qu'on doit faire. Il faudra trouver le bon moment pour le faire. Et parfois avoir des journées très très cadencées, très très rythmées, des séquences d'1 heure successives pendant une dizaine d'heures, et puis d'autres journées prévoir des espaces de réflexion ou apprendre aussi à travailler en fonction de son physique, de ses humeurs. Il y a des jours où on est mieux pour faire de la strat ou écrire, il y a d'autres jours où on est mieux pour faire de l'épluchage de mails, il y en a d'autres où on est mieux pour gérer des conflits. Donc il faut savoir apprendre à se connaître pour bien gérer sa journée. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Alors, en ce moment, l'intelligence artificielle, et en tout cas l'application de l'intelligence artificielle en B2B et dans ce qu'on fait chez Appsia, c'est-à-dire beaucoup de back-office, beaucoup d'optimisation, je parlais des postes de travail des employés, on est en train avec l'IA de changer complètement la façon dont l'homme interagit avec la machine. On travaille beaucoup sur le Natural Language Processing, le NLP, donc la base de la techno qui permet de faire des bots en langage réel. Et on se rend compte que demain on n'ira plus dans les logiciels qu'on met en place depuis des années. C'est-à-dire que demain, même aujourd'hui, on le fait déjà, c'est déjà en place. On est en train de digitaliser notre responsable de gestion pour pouvoir l'amener chez nos clients, parce qu'elle n'a pas le don d'ubiquité, mais grâce à l'intelligence artificielle, nos clients peuvent demander à un bot, tiens, est-ce que telle facture est payée ? Et c'est le bot qui répond. Le client n'a pas besoin d'aller dans son logiciel pour voir sur tel client, telle facture, est-ce qu'elle a été payée. Donc ça, c'est des choses qui nous passionnent, qui sont importantes pour notre modèle économique, parce que on parlait d'abonnements, la valeur de ces abonnements au cours du temps va baisser. On vendait avant des logiciels de reporting ou du CRM pour 3 000 € par user, maintenant ça coûte 8 € par mois. Donc ces choses-là, il va y avoir une commoditisation de ces solutions-là. Et donc nous, en tant qu'entreprise, on doit aller chercher les solutions qui vont créer encore plus de valeur. Et l'intelligence artificielle, pour nous, est un vrai bond en avant.
Le monde va changer drastiquement dans un futur très proche. Gardez ça à l'esprit. Tribu Digital et Olivier, on est arrivé à la dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Alors, si je pouvais choisir comme ça, le transhumanisme. J'ai pas envie de quitter l'aventure, quoi. C'est passionnant, faut surtout pas que ça s'arrête. Alors on n'en est pas encore, hein. Peut-être que le cloud, l'IA, tout ça est une des clés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le transhumanisme et peut-être nous donner une petite idée de comment tu t'y prendrais ? C'est l'immortalité quelque part, ou au moins être capable de pouvoir transférer notre conscience dans un corps qui y aura toujours, une machine ou on ne sait pas encore. Mais voilà, de pouvoir rester le plus longtemps possible et continuer à s'amuser, quoi. Et comment je me prendrais en prenant des actions dans une boîte qu'il fera. Parce que je vois pas. Mais peut-être que ce qu'on fait, il participera quelque part. Il y a encore du temps. Qui sait, et Tribu Digital, peut-être que Apsia un jour fera en sorte que ce podcast ne s'arrête jamais avec une intelligence artificielle qui aura ma voix. J'espère que quand même je serai toujours là pour le voir. On verra. Bon, des questions intéressantes. Merci beaucoup pour ça, Olivier. Et on est arrivé à la fin de l'épisode, donc je suis obligé ici de te remercier vraiment du fond du cœur d'avoir généreusement partagé toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note de votre côté. Je sais qu'il y en a encore parmi vous qui hésitent à se lancer. Et j'espère que l'aventure d'Olivier vous inspirera à faire le grand saut. Alors Olivier, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la tribu qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués ? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il ? Je l'ai déjà dit quelque part, hein. Il faut y aller parce que dans le pire des cas, tu rentres chez maman et puis tout ira bien. Ça, c'est le premier conseil. N'ayez jamais peur. Et puis le deuxième, on en a aussi parlé. Je pense que même si ça marche parfois, c'est dommage d'y aller tout seul. Il faut y aller à plusieurs parce que c'est des moments fantastiques à partager. Voilà, tout est dit. Olivier, vraiment merci. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter pour de bon, dis-nous comment rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital t'écoute. Alors, très facile, hein, on est visible sur LinkedIn, sur mon LinkedIn Olivier Massona, ou alors sur Twitter @omassona_pro. Aucun souci si vous avez envie d'entreprendre, que vous avez des projets, que vous souhaitez en parler ou savoir si c'est viable au niveau digital, ou discuter de business plan, il n'y a aucun souci. Une annonce, oui, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la transformation digitale, le cloud, l'intelligence artificielle, à nous transmettre vos profils pour participer à l'aventure Apsia, qui vous mènera, on ne sait jamais, peut-être à être entrepreneur un jour. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Olivier Massona partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Olivier dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Olivier sur www.apsia.eu et de le suivre sur ses réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à le contacter si vous voulez effectuer votre transformation digitale ou en apprendre plus pour comment vous lancer vous-même. Olivier, merci du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Le plaisir est pour nous. Alors, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Super. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Olivier. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram @RevolutionDigital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyables.
que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!